Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cœur de Lumière. Je profite de cette petite introduction pour vous rappeler qu'il est important de s'abonner à ce podcast. Aujourd'hui, on va reparler, puisqu'on a déjà parlé de ce sujet-là, des obsèques, qui est un moment difficile évidemment, mais un moment qui est très 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 important pour faire son deuil, et vraiment vraiment important pour marquer le départ d'une personne. Et pour ça, j'accueille Cyril de Nos Lendemains qui va nous parler de son métier, ou de ses métiers du coup, de tout ce qu'il peut proposer en tout cas pour les familles d'endeuillés. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Cyril, comment tu vas aujourd'hui? Salut Zoé, ça va super, Oh, merci. trop bien. Écoute, je suis contente de t'accueillir sur le podcast. Ça faisait longtemps que j'avais envie de t'inviter sur cet épisode parce qu'on avait eu une superbe conversation la dernière fois qui m'avait beaucoup enthousiasmée. Parce que tu proposes plein de choses très très intéressantes pour les endeuillés. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Voilà, partager un petit peu, bah voilà, expliquer ce que tu fais au quotidien. Ça marche. Eh ben ouais, comme tu l'as dit, je m'appelle Cyril Merlet, je viens de Vendée, je suis papa de 4 enfants, et puis sur la partie professionnelle, je suis à la fois maître de cérémonie et en même temps artiste indépendant. Et j'ai en fait recouvert ces deux compétences sous une même entité de créateur d'hommage pour vraiment bah, voilà, être dans cette proposition de l'hommage. Et donc, ça commence dès les obsèques, mais aussi sur le temps de l'après. Carrément. C'est beau, créateur d'hommage. J'aime bien cette idée, ces mots-là à coller ensemble. Est-ce que tu peux déjà expliquer un petit peu ce que c'est être maître de cérémonie? Ouais. Maître de cérémonie, en fait, alors, je suis maître de cérémonie, mais j'ai la formation de conseiller funéraire. Mais en fait, la fonction de maître de cérémonie, c'est les personnes qui interviennent sur le temps, justement, des cérémonies d'obsèques et qui sont là pour gérer toute la partie, on va dire, protocolaire, organisationnelle de la cérémonie. Parce que quand on est en train de vivre une cérémonie funéraire, une cérémonie d'obsèques, on a besoin d'être guidé. Donc, c'est les personnes qui vont être là, pour, guider la famille, prendre la parole s'ils aiment et s'ils ont cette fonction-là, dans leur poste. Et puis, c'est ça, c'est d'offrir un cadre à la famille pour les accompagner, en fait, au mieux, dans ce moment-là. Mmh, c'est ça, tout à fait. En fait, tu es le point de repère, en fait, pour la famille et puis tu es un peu leur guide, en fait, tout au long de ce moment-là. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de c'est comment t'expliquerais, toi, l'importance de préparer des obsèques pour faire son deuil? Parce que tu vois, je dis tout le temps, c'est super important, mais pourquoi c'est si important de le faire? Alors c'est super important, je pense, sur un premier point, c'est le fait que, du coup, quand on est confronté à la perte, d'un être cher, le fait d'avoir déjà, entendu parler, de certains termes, le fait d'avoir déjà, réfléchi à certains sujets, inhumation, pas inhumation, cérémonie civile ou religieuse, et bien, du coup, on a déjà une base de réflexion qui permet, d'aller «plus rapidement» entre guillemets, sur le sens qu'on veut donner, à ce moment-là. Et au final, quand on perd, quelqu'un dans son entourage, on a plein de questions, existentielles qui vont, réémerger, même si, c'est pas des choses qu'on va verbaliser forcément, mais de manière, en filigrane, en fait. On a, plein de questionnements qui peuvent, ressurgir et quand on n'y a pas réfléchi avant, quand on est sous le coup de l'émotion, bah, du coup, on n'a pas forcément, toutes les capacités ou toutes les facultés, pour pouvoir,
réfléchir. Et puis en plus, on est pris dans un timing. Euh, et donc, eh ben, si on n'a pas été questionné en amont, de trouver le sens qui nous correspond à soi ou à son collectif, c'est parfois plus, c'est pas plus difficile, mais parfois voilà, on peut être plus en difficulté à trouver le sens qui nous importerait nous et du coup, mais dans l'objectif de mieux vivre, en tout cas de vivre à la manière où nous on aimerait vivre ce moment-là, quoi. Mmh, c'est ça, ouais, carrément. Et donc, du coup, toi, tu disais que tu étais maître de cérémonie, du coup, indépendant. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que on a l'habitude, du coup, d'avoir une sorte de... Enfin, on a l'habitude. Moi, j'ai eu l'habitude d'avoir un package un peu tout compris quand je vais aux pompes funèbres. Voilà, on choisit le cercueil, on choisit le lieu d'inhumation, etc., etc., etc. C'est eux qui nous guident sur toutes les choses à faire finalement, que ce soit l'administratif ou des choses plus concrètes, comme ben, organiser et prévenir tout le monde, comment, voilà, quand est-ce qu'on fait ça, à quel moment, pourquoi ça commence, etc., etc. Mais du coup, enfin, comment ça fonctionne de ton côté? Parce que du coup, je suppose que comme tu es indépendant, tu ne dépends pas d'une agence de pompes funèbres. C'est ça. En fait, je viens en complémentarité de leur service, parce qu'il faut savoir, là, dans ce que tu expliques, c'est dans tout le processus et le déroulé des obsèques, on a la partie vente d'obsèques, où là, on est en train de gérer plutôt la prise en charge du défunt, et après, on a ce temps vraiment très spécifique de la cérémonie qui est presque un peu déconnecté. Enfin, on est sur une temporalité et un événement très spécifique dans tout le déroulé des obsèques. Et donc, cette partie-là de la cérémonie, certaines entreprises de pompes funèbres l'ont intégrée dans leur service et Mm. donc vont mettre à disposition des maîtres de cérémonie. Mais parfois, il y a des maîtres de cérémonie, mais qui sont là uniquement, j'ai envie de dire, pour le côté organisationnel, mais ils prennent pas en charge vraiment le fait de porter la cérémonie et le collectif. Et donc, c'est là où moi, je peux intervenir dans le travail à la fois de préparation, parce qu'une cérémonie, ça se prépare. Mm. Et après, c'est sur le fait de pouvoir aussi accompagner le collectif, prendre la parole, construire la cérémonie et vraiment, en fait, être garant du cadre de la cérémonie. Et ça, en fait, ça peut se faire soit moi totalement en tant qu'indépendant, c'est-à-dire que la famille vient me chercher et en même temps elle a été chercher une entreprise de pompes funèbres, ou Oui. parfois c'est une entreprise de pompes funèbres qui se dit moi les cérémonies civiles j'ai pas l'habitude, je maîtrise pas, du coup je préfère te déléguer Mm. cette partie-là parce que je sais que tu maîtrises. Et puis nous on reste là parce que après moi faire une cérémonie d'obsèques tout seul, déjà d'une part je peux pas parce que il y a la présence, en tout cas en France, on a la présence du corps. Du coup, il faut être habilité pour pouvoir avoir le corps si on est sur une cérémonie d'obsèques et pas une cérémonie du souvenir. Et puis en même temps, bah, il y a voilà, le fait de porter le cercueil, par exemple, ben, si je suis tout seul et que la famille ne veut pas le faire, je peux pas. Donc, en fait, on a une complémentarité Mm. Oui, oui, entre. ça, c'est clair. Oui, oui, bah oui, c'est clair que on peut pas, on peut pas. Et c'est vrai que c'est un des métiers dont on parle pas assez, on n'en parle pas souvent, des porteurs qui font exclusivement le travail que tu viens d'évoquer là, du coup, de porter et de déplacer en fait, quid du cercueil, quid du défunt. Et c'est des personnes, en fait, ça fait profondément partie de ton équipe. Il faut que, à mon avis, en tout cas, je sais pas comment toi tu le vis, mais à mon avis, c'est important de les connaître un minimum. Tu vois, de savoir communiquer. J'ai vu beaucoup de cérémonies d'obsèques où, ben, en fait, d'un coup d'œil, d'un geste, et ben, en fait, les porteurs savent Ah qui ben, est exactement. parti, tu vois. Il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin de plus. Et ça, des fois, c'est extraordinaire et c'est hyper important. Ah bah oui, c'est fondamental, hein. C'est un point fondamental. Si on n'est pas en adéquation avec les porteurs ou bah, le conseiller funéraire qui accompagne sa famille, parce qu'il est quand même présent, s'il n'y a pas, il y a pas oui, cette petite chose qui passe par juste des petits gestes, des petits regards,
bah, du coup, ça perturbe le déroulé d'une cérémonie. Mm. C'est ça, complètement. Et puis il y a quelque chose de l'ordre de, vous avez pas tellement le choix finalement de. C'est ça que je trouve extraordinaire dans votre métier, dans le métier des pompes funèbres, particulièrement de maître de cérémonie, c'est l'extraordinaire capacité à rester de marbre en presque toutes les circonstances. Alors tu vas me dire qu'évidemment, il y a des moments où tu as eu les larmes aux yeux, et cetera, où tu pleures après et tout ça, mais sur le moment, quand c'est la cérémonie, tu focus et voilà, il y a une espèce de cadre qui se fait et qui doit être hyper présent aussi dans l'équipe parce que, ben, on verra jamais, en tout cas je me le souhaite, d'entreprises de pompes funèbres qui arrivent en obsèques en s'étant, pris la tronche, pendant, tu vois, des heures comme on peut voir, en fait, quand on est salarié. Oui, bah, en fait, on a tous nos égos, tous nos machins et cetera et en fait, c'est quelque chose qui transparaît pas du tout quand on arrive dans une équipe de pompes funèbres, quoi. Bah, en tout cas, faut pas que ça transparaisse sur le temps où on est dans l'accompagnement des familles. Enfin, C'est ça. après, là, c'est une question de posture professionnelle. C'est ça. Et du coup, pourquoi tu as fait ce choix-là d'indépendant et de pas te rattacher à une agence? Parce Bah, que c'est parce quand que, en fait, la spécificité du métier de maître de cérémonie, c'est que ça peut pas être un temps plein. Parce que enchaîner des cérémonies toute la semaine, c'est humainement, à la fois pour l'émotionnel et pour le corps, c'est très, ça demande beaucoup, en fait. Et donc, l'idée dans nos lendemains, c'est de pouvoir accompagner les familles sur le temps de la cérémonie, mais pas que. Et donc, de pas être attaché à une entreprise de pompes funèbres, c'est pour pouvoir, en fait, aller là où la famille a envie d'être accompagnée par ma personne. Par ma personne, quand je dis ça, c'est par mon approche. mmh. Hem et donc, bah, voilà, il y a pour moi, c'est totalement compatible avec, le fait de pouvoir collaborer avec différents, professionnels. Et puis moi, je trouve ça hyper riche parce que, du coup, on n'est pas dans une routine non plus. Je change toujours d'interlocuteur et donc, à chaque fois, on est obligé de se remettre dans cette position, c'est comme si c'était la première fois qu'on faisait une première cérémonie et du coup, on donne le maximum, pour la famille, en fait. Bah, ouais, évidemment, mais c'est trop chouette, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai que du coup, tu l'as évoqué de façon très rapide tout à l'heure, tu fais aussi ce que tu appelles des cérémonies du souvenir. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? L'idée, c'est de réouvrir des espaces-temps, après, les cérémonies d'obsèques puisque, parfois, la vie fait qu'on passe, soit à côté, soit, il y a des éléments qui font qu'on a besoin ou l'envie, de recréer une cérémonie sur l'après et ça, c'est des moments, magiques, parce qu'on est, en dehors, heu de justement de la prise en charge, du défunt. Mmh. Heu, mais on est toujours sur cette idée de reliance, de faire communauté autour du souvenir de la personne et comme on n'est plus, en tout cas, on n'est pas sous la même, intensité émotionnelle, et ben, il y a d'autres choses qui se passent et donc oui, moi, j'accompagne, les familles ou les collectifs sur des temps de mémoire, des cérémonies souvenirs, des ou uniquement des rituels, hein. Ça peut être, Mmh. des choses très simples et très très tout petit, comité parce que ça peut être juste de personne à personne. Mais c'est souvent des moments, très intéressants dans le vécu du deuil, parce que, ils viennent, offrir une nouvelle expérience, et pas voilà, on est acteur en fait, on est toujours acteur dans une cérémonie, même si, on prend pas la parole ou on fait pas de gestes particuliers. Le fait d'être dans un échange, bah, c'est forcément une expérience vécue. Mmh. Tu peux me donner un exemple, par exemple, de à quoi ça peut ressembler, par exemple, une cérémonie du souvenir? Qu'on Mmh. se fasse une idée, parce que c'est vrai que quand tu en parles comme ça, on a l'impression que tu vas refaire des obsèques.
Alors Non, parce que, a qu'on priori, pas trop, c'est pas la même ambiance. on va pas réinhumer le défunt, on va pas redisperser ses cendres si c'est une dispersion, mais par contre, euh, en fait, on revient réévoquer tous les éléments symboliques de l'histoire, du récit de vie. Et donc, bah, je peux prendre l'exemple d'une famille que j'ai accompagnée à Noël dernier, euh, vraiment le jour de Noël, parce que en fait, le décès avait eu lieu à Noël. Et donc déjà, première chose, c'est que souvent, la cérémonie, elle prend place dans une temporalité symbolique. Une date anniversaire, et pas forcément l'anniversaire du décès ou du défunt, mais en tout cas, il y a quelque chose de symbolique. Et donc là, pour le coup, c'était une personne qui avait perdu son papa. Enfin, son papa était décédé 10 ans auparavant. Et elle souhaitait, enfin, en tout cas, elle a fait la proposition pour sa maman, pour laquelle ça a toujours été difficile, en fait, ce vécu de deuil. Mm. Euh, Depuis 10 ans, on est comme dans une attente de rejoindre son mari. euh, et, euh, et donc, même si elle s'autorise à vivre, hein, mais voilà, on sent que dans le récit et quand on parle de son mari, bah, il y a toujours une émotion assez forte qui vient. Et donc bah, là, l'idée, c'était de proposer un temps euh, avant tout pour cette dame-là, la femme du défunt, et puis en même temps d'en profiter pour adoucir en fait le vécu du deuil et des obsèques, puisque du coup, symboliquement, là, on était en plus sur une date très symbolique hein, quand on est à Noël. Et donc, l'idée, c'était de recréer un souvenir collectif euh, nouveau après, pour du coup relancer une dynamique un peu nouvelle en fait autour de cette date, de cet événement qui restait douloureux. Alors pas plus douloureux que pour d'autres, mais en tout cas il y avait quelque chose qui avait besoin d'être célébré, réhonoré. Et tu vois, dans cet accompagnement très spécifique, au final, euh, j'en ai profité pour célébrer aussi les années de mariage de cette femme-là avec son mari, parce qu'en fait, ce qui transparaissait dans l'accueil du récit, ben, c'était toujours cet amour qui perdurait en fait. Et bah, c'est difficile parfois de s'autoriser soi-même à continuer à raconter cet amour pour la personne qui n'est plus là, Mm. de le recélébrer aussi, parce que en fait, bah, il est toujours présent. C'est pas parce que la personne elle n'est plus là, on peut plus le vivre en interaction, qu'on n'a pas encore des sentiments pour la personne, ou en tout cas que c'est pas encore présent dans l'histoire familiale. Et donc autour de la cérémonie souvenir, bah, en fait on peut recréer un nouveau souvenir collectif qui est toujours empreint bah, de l'histoire de vie. Et donc là, pour moi, ce qui était hyper prégnant dans cette histoire-là, c'était l'histoire d'amour, en fait. Mm. Donc, c'est ce qu'on a recélébré, en fait. C'est ça. Et je trouve ça hyper intéressant et vraiment précieux de pouvoir proposer ça et de pouvoir vivre ça. Parce que c'est comme tu le dis, c'est en fait faire une sorte de switch de ben, les obsèques ont pu être très lourdes, le choc très lourd, le deuil très très difficile parce qu'il y a cet amour-là, parce que peut-être qu'effectivement ça a été potentiellement une mort traumatique ou une agonie traumatique. Et il y a plein de petites choses qui peuvent ancrer les gens dans leur deuil. C'est un peu ce que tu dis, que cette dame était toujours dans cette difficulté-là de d'évoquer son mari, etc., etc. Et faire une cérémonie du souvenir, c'est presque comme une retraite thérapeutique. On fait ça en famille. Il y a un facilitateur et qui va pouvoir proposer plein d'outils. Du coup, je suppose, peut-être que tu peux nous en parler de ces outils-là, de qu'est-ce que tu peux proposer comme peut-être comme rituel, comme action symbolique que tu peux proposer en cérémonie du souvenir. Alors, les rituels, ils sont jamais préconçus. C'est toujours du sur-mesure. Ben là, en fait,
pour continuer dans le récit de cette cérémonie-là, heu, enfin, de manière concomitante à la cérémonie, la demande première, c'était, d'avoir un objet Mmh. un objet mémoriel de deuil, heu, pour cette dame-là et donc en fait, l'objet nous a accompagnés pendant la cérémonie. Ça a été, une manière pour moi de restituer l'objet et du coup, j'essaye toujours moi dans les cérémonies d'avoir quelque chose, qui attrape, le regard, qui aussi, fait en sorte, pour ceux qui sont présents de pouvoir se dissocier un peu de la situation qu'ils sont en train de vivre par l'objet. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant, de prendre cette distance-là de manière très symbolique, hein. C'est pas nommé, c'est pas mais par contre ça se passe quand même. Parce que, il y a quelque chose qui a une présence qui est là et qui permet, aussi de resignifier l'histoire et alors moi dans les objets que je propose, sur mesure, bah, ils signifient toujours l'histoire, quand c'est voilà, typiquement, l'objet, c'était 2 anneaux, métalliques, qui étaient réunis, qui permettaient, voilà, on était entre l'attrape-rêve et puis, ouais, on était un peu sous une forme d'attrape-rêve, tu vois? Et du coup, tous les rubans qui étaient accrochés symbolisaient, les années de vie passées, symbolisaient, la constellation, de la famille, les membres qui étaient présents et donc Heu, le lien qui a été fait à travers l'objet, à travers le rituel, comme on était sur la période de Noël, j'avais pris le symbole des étoiles, pour pouvoir, voilà, que chacun puisse faire un geste, les mettre en action, heu, au niveau de la cérémonie et donc c'est tout autour en fait d'un même fil qu'on vient tirer, qu'on vient, écrire que tout se construit en fait. Mmh. OK et alors du coup ces objets-là, c'est toi qui les fabriques de A à Z ou tu as une partie où, ben, potentiellement ça peut faire partie du rituel ou de la cérémonie, où les personnes, qui font partie de la cérémonie, qui y participent, vont pouvoir y ajouter, ben, là, en l'occurrence, un autre après où ils vont pouvoir nouer un nœud, un ruban, tu vois, une ficelle ou avec une perle et cetera, tu vois? Ou même j'avais vu ça sur ton Insta, j'avais beaucoup aimé les arbres à mots, Mmh. voilà, enfin, tu vois? Je trouve ça extraordinaire de pouvoir, finalement, bah, c'est un peu ce que je fais avec Cœur de tissu, mais focus avec, le tissu du coup. Complètement, même complètement. Mettre, ce qu'on ressent en fait dans la matière pour pouvoir à la fois l'extérioriser effectivement, s'en détacher, ce que tu disais un petit peu de mettre de la distance, avec ça, mais aussi de lui redonner un contour, lui redonner Mmh, quelque chose de très concret mmh. qui va pouvoir soit être nommé, soit vu et puis, ben, voilà et très chargé des émotions, très chargé des souvenirs et potentiellement soit moi je sais que c'est un quelque chose que j'aime bien faire, c'est de brûler. Brûler des petits papiers, des petits mots qui, du coup, vont partir en fumée, pour rejoindre le ciel, mais aussi éventuellement, ben, garder parce que du coup, ça va nous permettre d'être ancrés, de se souvenir et de repartir, tu sais, de vraiment ce petit switch là, avant c'était: «C'est dur, machin et cetera», de remettre de la lumière et de pouvoir garder cette petite, voilà, cette petite étincelle avec soi qui, ben, quand les moments un peu difficiles reviennent et ben, au moins, tu as à la fois la preuve que ton ressenti est réel, ce que tu as vécu, c'est réel, mais que tu es capable aussi de pas de prendre le dessus, pas forcément, mais de pouvoir en faire une force aussi, de pouvoir, enfin voilà, de rendre ça beau, en fait. Mais c'est ça, c'est de rendre ça beau et de le, oui, de transformer en fait, C'est ça. heu, en quelque chose de soit plus doux, plus positif, plus voilà. Mais pour répondre à ta question, j'ai encore pas expérimenté de finaliser, un objet, en direct, enfin en tout cas lors d'une cérémonie. Mmh. Mais oui, enfin, si l'occasion se présentait, ce serait totalement, possible en fait. De se dire qu'en fait, Heu, le, l'objet ou en tout cas ce qu'on va créer, est un souvenir qu'on va pouvoir ensuite emmener, avec soi. Si c'est une volonté, si c'est une vraie intention,
de la famille, d'avoir quelque chose de durable, bah oui, totalement, totalement, Mmh. ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un hommage. On en discutait en plus de cette possibilité-là avec Laetitia, qui fait de la mosaïque, une mosaïque funéraire, donc qui a un un «focus» entre guillemets sur, les monuments funéraires. Donc elle va faire de la mosaïque, sur des tombes, elle va proposer plein de monuments comme ça. Et elle propose aussi d'avoir, une mosaïque en fait qu'on puisse garder avec nous, même mettre dans le jardin parce que du coup c'est quelque chose qui est voué à être à l'extérieur, mais qui permet d'avoir un lieu de mémoire plus proche de soi. Parce que c'est vrai que c'est parfois très compliqué. On peut être amené à faire des obsèques assez loin de chez nous, pour des gens qui sont normalement proches dans nos cœurs. Et donc du coup Mmh. d'avoir une difficulté à aller se recueillir en fait finalement. Et je pense que c'est un moment qui est important de pouvoir avoir un lieu bah, c'est ça, de recueillement tout simplement par rapport à ça. Et c'est ouais, c'est vraiment chouette de pouvoir proposer ça, quoi. Je sais pas, je trouve que ça c'est pas voilà, ça me j'ai du mal à poser mes mots aujourd'hui, mais en fait, ça me remplit de joie et de pouvoir offrir ça aux gens. Et que je découvre de plus en plus, alors que ce soit avec toi, mais avec toutes les personnes aussi qui viennent sur le podcast, que, bah, c'est quelque chose que plein de gens proposent, en fait, et que c'est vraiment possible et qu'il faut mettre ça en avant à fond, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait aujourd'hui, bah, il y a une réalité en tout cas de la manière dont, sont vécues les obsèques, comment sont vécues, justement tout ce rapport au recueillement sur l'après, dans vraiment le vécu de deuil, heu et au final, on est tous, aptes à pouvoir, s'autoriser à s'approprier, de manière très singulière, ces moments-là ou ces processus et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'émergence de facilitateurs comme moi, heu, pour pouvoir justement accompagner, les personnes qui n'ont pas, intuitivement, heu, le le repère ou en tout cas le guide pour pouvoir le faire, quoi. Parce C'est ça. que, en fait, quand on n'a pas eu l'expérience, ou quand on sait pas que c'est possible de faire, c'est très compliqué de faire. Mmh. Donc, et puis après, il faut que ça parle aussi. Parce que du coup, on vient, convoquer forcément, une part symbolique. Et donc si on n'est pas sensible à la partie, symbolique, que ce soit du rituel, de la cérémonie, de l'objet, forcément, on va pas ressentir le besoin fondamental, soit d'y revenir, soit de le symboliser, dans la matière ou, par la cérémonie. Mais, par expérience, même des personnes qui, ne le nomment pas, je crois qu'on c'est une partie, de notre humanité, qui se joue, à chaque fois, en tout cas qui se met en mouvement, Mmh. quand on est en train de vivre des moments comme ça et comme on le disait au début, sur les questions un peu existentielles qui peuvent revenir, sur le temps des obsèques, quand on ressent ce besoin de se recueillir, en tout cas d'être dans cette relation à ce qui n'est plus là physiquement avec nous, forcément que ça vient, remettre en mouvement, des choses qui sont en nous, quoi. Mmh. Complètement, ouais. Oui, puis c'est pour moi une façon aussi d'aller plus loin que la parole, parce que, c'est vrai que c'est toujours très, très important de pouvoir en parler, d'avoir l'espace d'en parler, que ce soit de nos deuils, mais de n'importe quoi, de nos émotions de façon Mmh, générale. Mais c'est vrai que, il y a des moments où c'est tellement fort, tellement intense que, ben, les mots, on n'en a plus. Ils sont plus suffisants pour exprimer ce qu'on a. Et ce travail avec la matière-là, il permet d'aller justement un peu, ben, avoir une réponse, en fait. Une réponse de dire: «Ben, en fait, c'est tellement, waouh ce que je suis en train de vivre». Waouh dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein, ça peut être un waouh, très négatif, très difficile à vivre.
mais de pouvoir, c'est presque finalement de l'art-thérapie, en fait, qu'on me propose, quoi. C'est juste de pouvoir, Complètement. voilà, faire extérioriser et balancer tout ce qu'on a sur le cœur, à l'extérieur, tout simplement. Mm. Ah Et oui. moi, j'avais envie que tu nous racontes un peu, ton histoire. Comment est-ce que ça t'est venu? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce métier-là et à inventer finalement ce métier-là? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent puisque mon profil est assez singulier. Et puis aujourd'hui, dans l'écosystème tel qu'on le connaît, du deuil ou du funéraire, j'ai un profil un peu atypique. Donc forcément, ça questionne sur qu'est-ce qui emmène à proposer, en fait, à faire cette proposition-là. Et en fait, moi, à la base, je suis architecte de formation. J'ai exercé pendant 6 ans. Mais dans ce métier-là, il me manquait, une dimension, justement celle, qui convoque, ce qui n'est plus là, cette partie, qu'on a toujours. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas visible, dans le relationnel, voilà. Et moi, ce qui m'anime vraiment, c'est ce côté lien, qu'on peut avoir, entre vivants, mais aussi, quand la personne n'est plus là ou la situation n'est plus là. Parce que ce qu'on n'a pas raconté, c'est que du coup, j'accompagne le temps des obsèques, mais c'est en fait tout type de transition et tout type de deuil. Mmh. Et en fait, à un moment donné dans ma pratique, d'architecte, pour le coup, j'étais très, très dans la matière, mais du coup, j'avais un décalage entre, ce que je pouvais proposer et ce que j'avais envie, d'expérimenter, en tout cas d'offrir à l'autre, en fait. Et donc, je me suis vite aperçu que le métier d'architecte, tel que moi je le pratiquais, ça allait pas être quelque chose, que j'allais pouvoir faire toute ma vie, en fait. Et donc, j'ai pris le temps de me poser et en me posant, ben, j'ai relu mon histoire, de ce qui m'avait emmené, à vouloir devenir architecte. Et en fait, quand on relit le passé, du coup, ça ouvre des perspectives, pour l'après. Et je me suis aperçu qu'au final, cette notion, de mort était en tout cas de deuil, était présente en filigrane dans mon histoire de vie parce que j'ai côtoyé, des personnes plus ou moins proches, hein, pas forcément des deuils, voilà, j'ai pas mes parents qui sont décédés, c'est pas, mais quand même des personnes, significatives dans mon entourage qui sont décédées, depuis ma naissance, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Heu et du coup, je me suis aperçu que j'avais toujours été perméable à ce que l'autre pouvait ressentir, quand il était en deuil. Mmh. Et d'avoir moi-même traversé des deuils plus récemment, voilà, en tant que papa, quand on traverse un deuil périnatal, forcément on est touché, au plus intime. Et là, du coup, j'ai été mis dans la position, d'endeuillé. Et j'ai expérimenté pour moi-même, le processus créatif, heu, pour avancer, dans mon deuil, en fait. Et là, je me suis dit: «Tiens, est-ce que, ça serait pas, intéressant d'aller, explorer, les autres manières, de faire?» Heu et là, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui existaient déjà, des coopératives funéraires, des approches un peu différentes, notamment, Laetitia, mosaïste funéraire. Je me suis dit: «Mais en fait, il y a des choses, qui peuvent être proposées, sur ce volet-là». Et donc, comme j'ai toujours été, je vais pas dire attiré, mais c'est les cimetières ont toujours été des lieux, apaisants pour moi, je me suis dit: «Tiens, je vais faire le pont entre, l'aménagement de cimetière et l'architecture, il y a peut-être des liens à créer». Et donc, voilà, dans les échanges avec les conservateurs de cimetières, je me suis dit: «En fait, oui, le domaine du funéraire et du deuil, c'est vraiment, un domaine que j'ai envie d'explorer, mais pas, sous la casquette, exclusive, du concepteur, d'espace». Et donc c'est ce qui m'a donné envie de créer Nos lendemains avec, cette spécificité d'abord de pouvoir créer des objets, sur mesure et donc du coup de rester vraiment dans
l'accompagnement que j'avais quand j'étais architecte. C'est-à-dire que je repropose les mêmes compétences, mais d'y ajouter, cette, notion symbolique, émotionnelle qu'on n'a pas, dans l'architecture. Enfin, on vient pas, convoquer, même si, c'est sous-jacent, hein. Quand on crée une maison pour quelqu'un, on vient toucher l'intime. Donc, mais on n'est pas sur les mêmes, ça remet pas en mouvement, des liens, par exemple, comme le domaine du funéraire et du deuil peuvent le faire. Mmh. Donc, donc voilà, c'est ce qui m'a emmené à vouloir, proposer, l'univers de nos lendemains, quoi. Mmh. C'est De alors garder c'est la de garder la casquette, pour moi, aujourd'hui, je me considère, plus architecte que je ne l'étais avant, en fait. Je le nomme pas comme ça parce que je peux pas dire, aux personnes que j'accompagne, bah, je suis architecte parce que, ils attendent pas un architecte. Mais, heu, en vrai, au final, c'est les mêmes, pour moi, c'est la poursuite, du ouais, de l'approche que j'ai expérimentée en architecture parce qu'au final, quand on crée une cérémonie, quand on crée un objet, on est en train de concevoir de l'espace. Alors il est éphémère sur le temps de la cérémonie, mais il est quand même, à un moment donné, il doit être architecturé et donc, voilà, moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de créer ces architectures, à travers, les liens, en fait, des personnes, qu'elles soient vivantes ou pas vivantes. alors mes auditeurs fidèles, vont être, enfin ils vont adorer ce que tu viens de raconter, ton histoire. Je pense notamment à Laura et à Magali qui sont toutes les 2 venues pour parler du deuil périnatal sur le podcast. Voilà, ça nous touche énormément, c'est un sujet qui est hautement important et encore une fois dont on parle jamais assez et d'autant plus les hommes. Donc vraiment Mmh. merci. Merci de pouvoir, mettre le sujet sur la table parce que vraiment c'est un sujet, ouais, on pourrait même dédier un podcast rien qu'à ce sujet-là, honnêtement. Ah bah, complètement, oui. Et puis c'est extraordinaire du coup de pouvoir, avoir fait de ce deuil-là, alors de tous les autres, hein, comme tu le dis, hein, mais aussi de ce deuil-là qui t'a finalement beaucoup nourri, hem, bah, d'avoir proposé en fait quelque chose dont toi tu as manqué, mais pour les autres quoi et c'est aussi ce qui me fait vibrer dans Cœur de tissu, c'est de pouvoir, ouais, proposer ces ancrages-là, à bah, alors moi je sais que vraiment c'est quelque chose dont j'ai manqué beaucoup, beaucoup, pendant tous les deuils que j'ai pu vivre. De pouvoir avoir ce souvenir-là, ces hommages-là, qu'on puisse, tu vois, bah, faire une cérémonie du souvenir, c'est un truc, j'en ai jamais entendu parler avant en tout cas. Enfin voilà, c'est donc c'est assez, c'est ouais, c'est vraiment précieux, c'est vraiment trop, trop important de pouvoir mettre ça, en lumière. Après, c'est vraiment, l'expérience, moi je dirais pas que ça m'a manqué, enfin ça c'est pas que ça m'a manqué, c'est qu'en fait j'ai eu cette intuition, en tout cas cette envie de me c'est comme ça en fait que j'ai traversé, ce deuil-là. Mais, c'est pas pour dire que c'est comme ça qu'il faut le traverser. C'est plus, au sens parce qu'au final, j'ai fait mon travail, de deuil, en dehors de ce que je propose aujourd'hui, heu, avec nos lendemains. Parce qu'il s'agit pas de se réparer en accompagnant, mais par contre, effectivement, ce que j'ai perçu, c'était que la mise en action, heu et qui moi est passé par la création parce que en fait, c'est moi. J'ai une âme d'artiste, qui est là depuis tout petit, donc elle s'est exprimée à ce moment-là et effectivement de pouvoir, transformer de manière, presque, instantanée, heu, a été quelque chose, de très salvateur, du coup pour moi et donc c'est ça en fait,
c'est ce processus en fait de transformation qui m'intéresse tout autant. En fait, c'est le processus de construction de comment on construit sur quelque chose voilà, qui Mm. euh, pourrait paraître difficile ou pas du tout être le terreau de quelque chose de positif. Ouais. Euh, Enfin, et quand je dis ça, c'est vraiment dans le respect de la temporalité de chacun. Moi, quand je l'ai vécu spécifiquement, je crois que c'était les deuils d'avant qui m'avaient préparé à le vivre comme ça pour ce deuil-là. Mais voilà, on en revient au fait de le préparer et d'en parler et de l'expérimenter et de la mise en action. Et je crois que vraiment, c'est ça, le fait de se mettre en mouvement et de se mettre en action quand on vit un deuil, en tout cas une perte, euh, eh bien, ça peut influer la manière dont on va vivre le deuil, justement. c'est ça. Ah ouais, complètement. Et puis tu faisais aussi ce lien avec l'architecture et le fait de construire des maisons. En fait, c'est hautement aussi symbolique par rapport à ça. C'est vrai que bonjour Mounette, voilà. Quand je vous dis qu'elle participe à tous les podcasts. Voilà, c'en est la preuve. Euh, ouais, je trouve que c'est hautement symbolique. Moi, c'est toujours la maison, c'est aussi le lieu où, ben, on se réfugie. En fait, c'est notre refuge, c'est là où on est en sécurité, où on est censé l'être en tout cas. Et de pouvoir faire cette suite-là, c'est très poétique, mais c'est hautement symbolique parce que tu crées cette sécurité-là, en fait, pendant les cérémonies, et qui permet, en fait, aux gens de se sentir suffisamment en sécurité pour vivre leur deuil, pour créer, pour expérimenter, pour s'exprimer, Mm, enfin, mm, parfois, parce que mm. c'est vrai que on peut avoir beaucoup de tabous, on peut avoir beaucoup de d'hésitation, je pense, globalement, d'hésitation à dire bah, est-ce que je vais pas réveiller les douleurs de chacun, si j'en reparle Ça, avec besoin, etc., etc. c'est Alors que là, du coup, c'est acté, on se retrouve ensemble pour en parler, faire quelque chose de chouette et de beau, et du coup, de pouvoir avoir une sorte de porte d'entrée en fait des discussions après qui est positive en disant parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup rappeler encore une fois mes auditeurs les auditeurs fidèles vous le savez euh, aux obsèques de ma maman j'ai pas voulu mettre de fleurs c'était impossible pour moi de mettre des fleurs séchées soi-disant immortelles en plus parce qu'elles s'appellent comme ça dans le tombeau dans le caveau une fois que le cercueil il serait déposé c'était vraiment Noé. Enfin, ça n'a aucun sens pour moi. Et donc, j'avais qu'une seule idée en tête à ce moment-là, c'est de mettre des confettis. Voilà. Je voulais mettre des confettis, des trucs légers, colorés, voilà, que ça mette en fait une caresse sur toute la douleur que ma maman a pu vivre déjà pendant toute son agonie à cause du cancer, mais sur notre douleur à nous, de tout ce qu'on a pu vivre avant, et de notre douleur de l'enterrement. Et en fait, aujourd'hui, ça nous permet, nous, de dire putain, les confettis, c'était quand même vachement chouette, quoi, tu vois, et de pouvoir avoir le smile comme ça en parlant des obsèques de ma maman, tu vois, de dire putain, on a bien fait, quoi, on est content de l'avoir fait. On avait même balancé des paillettes, enfin, tu vois bien, un truc trop chouette. Il y a l'émotion qui est là, je pense que ça s'entend un ouais, peu, ouais, ça mais s'entend un petit peu. Mais c'est quelque chose qui est joyeux, en fait, qui est beau et qui est un peu rassurant en disant, putain, on s'est fait du bien, quoi, tu vois, on s'est offert ce moment-là, on s'est autorisé à faire quelque chose d'original, d'exceptionnel, et qui nous a vraiment fait du bien. Et du coup, ben, ça prend tout son sens, en fait. C'est ça qui est Ouais, génial. c'est ça, en fait, c'est au-delà de faire quelque chose de différent ou d'original, c'est de faire quelque chose qui fait sens. Et Mm, ça, c'est vrai que c'est très difficile. Et tu vois, quand tu me partages ça, je me dis, mais effectivement, la prochaine fois que tu dois, enfin, j'imagine qu'à chaque fois que tu vois des confettis, ça doit être dans dans des événements plutôt festifs. Et mm. ben, du coup, ta maman, elle réapparaît à ce moment-là, quoi. C'est ça. Et donc, oui, c'est symboliquement, c'est hyper intéressant. Et pour revenir, enfin,
merci d'avoir mis en mots aussi des choses, parce que c'est difficile parfois d'avoir une prise de recul sur ce qu'on fait. Et parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller chercher cette relation entre l'architecture et le deuil, parce que pour moi, il y a des vrais ponts, à créer. Et quand tu rappelles la transposition entre, la maison et le vécu, et beh, c'est exactement ça. Pour moi, aujourd'hui, ce que je construis, c'est des petites choses à l'intérieur. Je viens vraiment permettre aux personnes d'aller habiter cette maison intérieure, heu, sur ce temps-là, sur un temps T, défini. On n'est pas sur quelque chose de sur le long terme, hein. On est vraiment sur, à chaque fois, une temporalité très spécifique, un objet, un accompagnement, une cérémonie. Et Mmh. hyper intéressant C'est ça. Et pour le coup, d'aller, architecturer, en tout cas d'aller, explorer ce plan intérieur. Parce qu'en fait, inévitablement, quand on parle de la perte, on parle de quelque chose qui n'est plus là, et donc on est en train de parler de quelque chose, à la fois de très intime, puis en même temps de très universel. Enfin, il y a un côté, heu, qui est à chaque fois, on tire en fait le fil des 2 bouts, quoi. mmh, Et donc de pouvoir, le mettre en lumière, voilà, et bah, pour moi, ça c'est quand les personnes s'autorisent à le faire, bah, c'est que des c'est fou, parce qu'en fait, j'ai l'impression que, les personnes aménagent un espace intérieur d'elles-mêmes. Elles emménagent sous mes yeux, en fait, de c'est ça, de c'est ça. et Et c'est on peut en plus, on peut vraiment pousser cette métaphore de la maison hyper loin parce que, on a souvent cette vision-là, que ce soit de l'univers du funéraire, mais aussi du deuil, de la perte et cetera, que c'est très sombre, c'est très noir. Moi, j'ai l'image d'une vieille maison abandonnée avec, tu vois, des fenêtres, cloutées avec des planches partout, machin et cetera, tout s'effondre, enfin bref, voilà. Alors que si votre deuil est dans cet état-là, prenez juste le temps d'ouvrir la porte, d'ouvrir une fenêtre, faire entrer un peu de lumière, passer un coup de balai, puis après faites la fête, quoi. Faites la fête, balancez des confettis, mettez des fleurs, plantez des arbres, enfin je veux dire, en fait c'est rénover aussi un peu à la fois cet univers du funéraire, cet univers du deuil, mais aussi notre processus interne, il peut être très lumineux, en fait. On a le droit évidemment d'être hyper triste. Ah C'est oui, non, mais ça n'empêche pas les émotions, hein. C'est voilà, pas c'est voilà, c'est ça. il y a pas faut oui, parce que oui, la difficulté quand on explore ce côté-là, c'est du coup, d'avoir des injonctions. Mais oui, mais moi je peux pas être heureux, quand je vis. Alors il ne s'agit pas de minimiser sa douleur, il s'agit pas, de faire semblant ou enfin, ça veut pas être ça n'empêche pas en fait, les larmes, la tristesse, toutes les émotions qu'on traverse, quand on traverse un deuil. C'est simplement, bah, de les explorer peut-être, d'une manière, différente, quoi. Mmh, Et c'est ça et puis de surtout, en fait, de pas les abandonner, en fait. Je pense que c'est ça, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de il faut pas les laisser en ruine parce que, ben, ça risque de nous tomber sur le coin du nez, en fait, à un moment donné et que ça risque d'être encore plus douloureux. Alors que si c'est un lieu qu'on visite régulièrement, à voilà, l'intérieur ou à habiter. l'extérieur ou les 2 Ouais. et ben, en fait, on a envie que ça soit joli, on a envie que ça nous fasse du bien, on a envie que ce soit au moins un petit peu positif, même si c'est douloureux, au moins faites le lit, quoi. Tu vois, très symboliquement, mais juste faites le lit, allongez-vous, reposez-vous, que ce soit un endroit qui soit, reposant, calme, sécurisant. En fait, mettez-y tout ce dont vous avez besoin, en fait, pour, que ça existe, en fait. Il faut que ça existe et il faut Mmh. faut vraiment normaliser le fait que, oui, on peut être triste, on peut être en colère, on peut être soulagé, on peut être tout ce qu'on veut par rapport au deuil, mais on peut être aussi joyeux, en fait et on peut, y aller parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous reconnecte à la personne, parce que ça nous reconnecte aussi à nos émotions, à notre histoire, à notre propre histoire, voilà, à celle qu'on a vécue avec la personne, mais aussi avec tout ce qu'on a vécu, avant, après, pendant
Et ouais, c'est ça, c'est une sorte de brique en fait qui nous constitue presque, tu vois, c'est ou une pièce, enfin, ça dépend Oui, comment et on puis voit peu les choses. importe. Enfin, voilà, c'est peu importe, ça peut être un immense palais, comme ça peut être une simple pierre dans son jardin ou un arbre. L'idée est là, et chacun aura sa vision évidemment quand on en parlera, mais on en a tous, et tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, c'est le deuil, il n'est pas nécessairement aussi lié à un décès, à la mort. Ça, c'est quelque chose qu'on ne normalise pas non plus suffisamment, d'être en deuil pour un animal de compagnie, pour un déménagement, pour une reconversion professionnelle, pour une relation aussi, une relation amicale ou amoureuse ou professionnelle même parfois, qui s'arrête. En fait, on a tous des phases de deuil, en fait. Des événements qui se terminent. Bon, bah oui, c'était pendant un week-end où on a fait la fête. Ben, la fête est finie. Voilà. Et on vit tous des deuils comme ça tout le temps, Tout en le fait, temps. en permanence, tous les jours. Voilà, la fin du repas, à un moment donné, il faut arrêter de manger. C'est plus court et c'est moins intense qu'un deuil avec un défunt. Bon, d'accord, mais ça reste une fin, en fait, et tous les jours, il faut faire le deuil de sa journée parce que, ben, peut-être on n'a pas fini notre to-do list, et si on a fini notre to-do list, et ben, il faut faire le deuil de la prochaine Ah ben ça qui c'est viendra dans la typiquement prochaine journée. c'est le blues d'après soirée quoi, tu vois, C'est de ça. devoir laisser partir une soirée qui était trop bien et comment tu fais pour voilà, comment tu soit tu choisis d'en faire un sur l'instant T, t'en fais un dernier souvenir, tu prends une photo, voilà, comment en fait, comment on fait? Et ça c'est une troisième partie de mon activité, c'est de sensibiliser à la perte. Mmh. C'est-à-dire que moi, ce qui m'importe dans n'importe quel domaine, c'est ces espaces-temps de reliance. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'art que je mène, c'est ça, c'est la reliance, qu'elle soit entre les personnes, entre les événements, et donc, si on n'a pas conscience des pertes qui nous traversent quotidiennement, si on n'a jamais questionné ce que ça faisait en nous de perdre quelque chose, Mmh. ou une personne, ou une situation, bref, et bien, du coup, c'est un processus qui va nous traverser, mais jamais en conscience, en fait. Et quand on le traverse en conscience, on peut se mettre en action. Et du coup, le vécu, le la manière de le vivre peut être totalement différente et transformée, quoi. Mmh. Ah bah, complètement, complètement, et puis il y a même, quelque chose, enfin, je le trouve en tout cas, hein, tu vas me dire ce que tu en penses, mais il y a un côté, à la fois, plus ou moins acceptation. J'ai ce mot-là dans la tête, donc je l'exprime, mais il y a un côté de oui, je vis un deuil, donc oui, je vis des émotions, je peux être dans le déni aussi, d'être complètement OK, d'être complètement, de savoir qu'on est dans le déni et de se dire: «Mais en Mmh. fait, ouais, j'ai une phase de déni parce que ça me protège pour le moment, parce que je suis pas prête à ressentir toutes les émotions qui sont liées à ça». En fait, c'est possible de vivre ça comme ça, et il y a un côté c'est sain, en fait. Je trouve que c'est très sain pour soi d'arriver à dire: «Ben, je suis dans le déni, en fait, pour le moment, j'ai besoin de ça, laissez-moi dans mon déni, ça va passer». Tu vois? De pouvoir dire à un moment donné, mais ça, c'est une vraie force, hein, c'est une vraie force, et c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, d'apprendre à nommer ses émotions et les besoins qui sont liés, parce que généralement, quand on a des émotions, c'est qu'on a un besoin potentiellement non assouvi. Si c'est parce que si la tristesse et l'absence, elle est trop puissante, ben, potentiellement le déni, ça peut être une bonne solution. Quand on a peur aussi, le doute peut être une bonne solution. Je sais que c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué, dont je parle beaucoup aussi dans le podcast, j'ai vécu pendant plusieurs mois avec le doute de, «Est-ce que ma maman, elle est bien décédée? Mmh. Est-ce qu'elle va pas débarquer, et toquer à ma porte en mode: «Coucou, c'était une blague». Ça, il y a beaucoup d'endeuillés qui le vivent, et même, je sais que je me souviens d'en avoir rêvé au point de plus savoir, vraiment le matin en mode vraiment je ne savais plus où était la réalité. Est-ce que j'avais vraiment vécu ce que j'avais vécu, et cetera, et cetera. Donc ouais, en fait, toutes les émotions déjà sont légitimes et elles découlent de besoins qu'il faut arriver à un moment donné, évidemment ça prend du temps, évidemment c'est un exercice qui est difficile au début,
et qui, même quand on y est habitué, peut prendre du temps, parce qu'on peut vivre dans une émotion et dire: «Beh, en fait, je comprends même pas pourquoi est-ce que j'ai cette émotion-là, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où elle vient et je sais pas ce qu'elle signifie», parce que c'est ça le besoin, tu vois? C'est à un moment donné de dire: «Oui, OK, je suis triste, j'ai peut-être besoin juste de pleurer et de décharger et de mettre ça dans la matière du coup, parce que pleurer, c'est aussi mettre dans la matière ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est vraiment l'extériorisation, corporelle, pas basique, mais Primitif, quoi. primaire Ouais. et ouais, je trouve que c'est hyper important, quoi. Il faut vivre ça, il faut s'autoriser à ça, quoi. Ça fait presque 1 heure déjà qu'on discute. J'ai adoré. Moi, j'ai adoré ce moment, franchement. Je sais pas ce que tu en as Ah mais pensé? moi aussi, ah mais si, si, si. Ça En fait, ça a réactivé, ouais. Ah oui, oui. C'est en fait, on le dit je trouve que c'est pareil, on le dit pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les personnes qui travaillent dans le funéraire. Mais en fait, Mmh, c'est un métier passion et c'est un métier qu'on fait avec, une grande joie. mmh. Voilà, Ah je oui, non trouve mais complètement. ouais, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on cultive intérieurement tous et qui ouais, c'est ça, c'est de pouvoir accompagner les personnes, dans les moments les plus difficiles, d'être là, de savoir qu'on est un peu le pilier qui va éviter de tout faire capoter, tu vois? Parce que ça arrive aussi, je pense. Tu as vécu d'ailleurs? Ça, c'était une question que je voulais te poser. Tu as vécu des cérémonies, où tu t'es dit: «Oh là là, au secours!» Au secours parce que la famille, Parce que alors, ça peut être plein de choses, ça peut être, du malaise, ça peut être des conflits, ça peut être, alors, bah, c'est trucs vrai un que peu, tu pas fait, t'aurais pas osé, tu vois? La dernière fois, on a discuté avec, Dorothée d'ailleurs, je vous invite à aller, si vous avez envie de continuer à parler de funéraires, allez écouter l'épisode de Dorothée qui nous a raconté clairement que, la musique la plus étrange qu'on lui a demandé de passer à une crémation, c'était les Sardines de Patrick Sébastien. Donc on a beaucoup rigolé. Mais c'est vrai qu'en cérémonie, on peut se retrouver des fois avec des situations, cocasses, originales, malaisantes ou très drôles ou très belles oui, aussi. ben c'est mon quotidien. C'est vrai que quand je travaille au crématorium, j'enchaîne les cérémonies du coup et bah, j'ai une diversité de profils de cérémonies, en fait et enfin voilà, du de dans une journée, bah, je peux avoir, une cérémonie où la famille vient trinquer autour du cercueil, parce qu'elles ont vraiment envie de célébrer, heu, la personne et puis, d'autres cérémonies où en fait, les personnes, je crois qu'elles savent même pas ce qu'elles viennent faire là, en Ah fait. oui. On leur a même pas, je crois qu'elles ont pas enfin, entre guillemets, hein, bien sûr qu'elles savent que c'est pour la crémation, mais dans le sens où, heu, elles ont pas conscience que c'est un moment qui peut être important et Mmh. donc, bon ça après c'est mon regard, hein, mais je pense qu'elles passent à côté, heu, elles passent à côté. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça que ça doit se vivre et donc, elles le vivent comme ça et après, bah, oui, oui, il y a des musiques, parfois, particulières, parce que ça véhicule un message, qui est au-delà d'une signification, personnelle. En fait, on est sur quelque chose, soit qui engage politiquement, soit qui, voilà, Oui, voilà, d'accord. vraiment, il peut y avoir, alors souvent, ça raconte un bout de l'histoire, alors parfois Mmh. c'est complètement déconnecté, je crois même de l'histoire du défunt, mais c'est une envie ou un Ouais, non, c'est besoin clair, d'avoir cette musique-là à ce moment-là. Mais carrément. souvent, bon, si tu m'emmènes sur le chemin de la musique, pour moi, c'est toujours hautement très symbolique. S'il y a bien un élément prégnant, d'une cérémonie, d'un rituel, c'est qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on écoute, quand on est en train de vivre, les obsèques ou la cérémonie de souvenir. Enfin,
Mais d'ailleurs, à n'importe quel moment, parce qu'on peut être dans un salon funéraire et entendre une musique, qui est pas du tout, adaptée à ce qu'on aurait besoin ou alors au contraire, quelque chose qui est très adapté et du coup, ça nous apporte, ce dont on a besoin. En fait, l'environnement, sonore est hyper important, quand on est, en deuil parce qu'en fait, on est, je pense, beaucoup plus sensible à, Ah à bah notre oui, environnement. complètement. Puis ça marque en plus, hein, combien de chansons on n'arrive plus à écouter parce que elle est liée à des obsèques. Bah oui, oui, non mais complètement. Et du coup, pour finir, j'ai une dernière petite question qui devrait, voilà, je te laisse le temps d'y réfléchir, de répondre. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de tout petits rituels, de petites idées originales ou belles ou poétiques ou ce que tu veux, qui t'ont marqué toi dans ta carrière pendant des obsèques? Tu vois, par exemple, je te disais les confettis là, est-ce que tu as vécu des trucs qui ont vraiment sorti de l'ordinaire et que tu t'es dit: «Waouh, là, c'est vraiment cool, c'est super classe, quoi»? Hem, alors souvent, je reste dans des choses, plutôt simples, hein, quand tu vois, quand, j'essaie de réfléchir, sur les expériences que j'ai eues. Mmh, Ça peut être une musique aussi. en fait, souvent, en fait, au-delà enfin, parce que pour moi, le rituel, il est dans la mise en action. Ce que j'ai trouvé, ça fait pas très longtemps, une petite fille pour sa mamie c'était une jeune, voilà, une jeune adulte, hein, heu, avait arrêté de chanter, suite au décès d'un de ses proches. Je Elle l'a pas nommé pendant la cérémonie, mais j'étais dans un cadre crématorium, donc je connaissais pas l'histoire, très spécifiquement de de la personne, parce que voilà, ça c'est une réalité du métier de maître de cérémonie, quand on est, dans un crématorium, bah, on connaît pas forcément la famille, mais on va quand même l'accompagner. Mmh. Donc ça demande une adaptabilité plus. Et donc voilà, elle exprime quand même pendant son hommage, pour sa mamie qu'elle avait arrêté de chanter et que symboliquement, elle voulait, pour sa mamie, reprendre à chanter et puis pas demain, pas après-demain, maintenant en fait, Mmh. pour lui dire au revoir. Et donc quand tu as une personne qui reprend le chant, en direct live, devant ses proches, heu, pour témoigner, et rendre hommage, à une personne qui est chère à son cœur, là tu te dis: «Bon, la puissance, du rituel, il est fort, quoi». Mmh, Parce que, carrément. parce que là, on est au-delà, enfin, on est dans un geste, qui traverse toutes les dimensions de voilà, c'est et moi, je trouve que les plus beaux rituels, c'est ceux qui viennent, du cœur, tu vois? Mmh. Donc tant que ça fait sens et que ça vient, de quelque chose qui est dans cette fameuse maison intérieure, pour moi, c'est les plus beaux, quoi. Mmh, carrément, ouais, puis c'est courageux, en plus, c'est courageux d'oser faire ça parce que c'est difficile. C'est très, très difficile. Ah bah, oui, oui, c'était très difficile. Elle s'est mise dans une zone d'inconfort, extrême, même si elle avait l'habitude de chanter avant, elle est sortie et là, pour le coup, j'ai senti, que comme j'étais le seul élément, extérieur, à l'entourage, que ma présence était, heu, très importante, et donc j'encourage tous les maîtres de cérémonie, tous les célébrants à soutenir, les familles, dans leur, justement dans ces moments-là parce que, elles ont besoin de notre présence, et c'est en ça qu'on est facilitateur. Mmh. Et là, ça passe par, pas grand-chose, un regard, mais en fait, on a construit, en direct live, sa proposition, pour ses proches, heu et probablement que si ça avait été une autre personne ou pas moi ou peut-être que, le moment il aurait pas été, comme il a été et donc voilà, faut pas négliger tous ces espaces,
ces petites choses qui nous semblent invisibles, mais qui sont en cérémonie, et qui font toute en fait l'essence de la cérémonie, quoi. C'est ça, ouais, complètement. Oh là là, trop bien. Je ça ne se voit pas? Non, ça ne se voit pas. Non. Voilà. J'ai les yeux mouillés pour ceux qui nous écoutent sans regarder la vidéo. Merci beaucoup Cyril, vraiment, je suis trop, trop contente de t'avoir eu aujourd'hui. Trop bien, vraiment, trop bien. Merci. Et merci à Hem, toi, hein, d'offrir l'espace parce que, encore une fois, c'est grâce à des personnes, comme toi qui s'engagent aussi à porter la parole de l'autre, qu'on peut véhiculer, voilà donc vraiment un énorme, énorme merci. Merci à toi. Est-ce que tu as, un petit mot, un petit message que tu aurais envie de faire passer en plus de tout ce que tu as partagé aujourd'hui? Voilà, pour clôturer un petit peu ce moment. Ah, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a pas de moment, et que peu importe le nombre, de deuils, l'intensité, la temporalité, il est heu, toujours temps de créer ces espaces-temps, de reliance, en fait. Et heu et c'est pas parce que ça fait un jour ou que ça fait 10 ans ou que ça fait, 30 ans que, c'est plus ou moins légitime, que c'est plus ou moins le moment. Si on a cet appel à l'intérieur, c'est que c'est le moment, en fait. Donc j'encourage, heu, en tout cas, voilà, ce que je peux dire, c'est s'il y a cet élan intérieur, bah, faut y aller, quoi. Trop bien, bravo. Bravo, bravo. Je vais me dépêcher de faire une petite, outro, pour pas vous laisser avec, cette petite voix chevrotante, pleine d'émotions. Je vous remercie, je te remercie encore une fois Cyril, vraiment je suis trop contente de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu à vous, les auditeurs. Je vous rappelle que c'est vraiment, vraiment important de vous abonner au podcast parce que finalement c'est la seule manière pour qu'il soit, visible en fait sur les plateformes, que ce soit Spotify, YouTube, Deezer et cetera. Vraiment, ouais, abonnez-vous, commentez, partagez les épisodes, surtout si les épisodes vous ont fait penser à vos proches. Parce que finalement vous pourriez envoyer, un épisode de podcast Cœur de lumière comme un petit message de soutien, un petit message d'amour à vos proches, tout simplement. Voilà. Comme un Donc rituel. ouais, tout à fait, exactement. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à le faire. On se retrouve dans 15 jours, comme d'habitude, pour un nouvel épisode de podcast. Je suis joie et bonheur de pouvoir réaliser ça avec vous et grâce à vous. Donc à dans 15 jours et surtout, surtout, en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.